Alors bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de Nouvelles Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et vous reconnaîtrez à ma gauche le distingué collègue Frédéric Deroy. Bonjour Dominique. Alors bonjour Frédéric, c'est un plaisir de te revoir avec la face dégarnie cette semaine. Eh oui, malheureusement, j'ai coupé ma moustache en pleurant il y a quelques jours, mais c'est fait. Le pire bout est passé. Et félicitations pour ton objectif qui a été atteint d'ailleurs. Merci beaucoup. Et on va sauter immédiatement dans l'actualité parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir Oui. cette semaine. Premièrement, une étude de l'Institut économique de Montréal qui parle de la proposition de Québec solidaire qui a été appuyée également par le Parti québécois de hausser le salaire minimum à 15 de l'heure. Alors, selon l'Institut économique de Montréal, ça serait catastrophique, spécialement pour des régions éloignées telles la Gaspésie. Et on a même fait l'exercice d'aller à l'intérieur de chacune des MRC. Et le Rocher-Percé ainsi que la Haute-Gaspésie seraient les deux MRC au Québec qui seraient le plus touchés par la hausse du salaire minimum. Et on explique que 56% des emplois dans Rocher-Percé et 52% des emplois dans la Haute-Gaspésie seraient menacés. Donc, pourraient disparaître, pourraient voir les heures diminuer, les avantages sociaux diminuer. Et ça, on explique ça évidemment par le fait que ce sont majoritairement des petites et moyennes entreprises et qu'ils ne seraient pas capables d'absorber un si gros choc fiscal du jour au lendemain. Donc, c'est un peu sur quoi se base l'étude de l'Institut économique. D'un autre côté, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, dit le contraire, qu'avec un salaire minimum à 15 de l'heure, on aide les gens à avoir un meilleur pouvoir d'achat. C'est un incitatif pour les gens qui seraient sur le chômage ou sur l'aide sociale à retourner au travail. Donc, on a quand même ici deux écoles de pensée avec des arguments qui peuvent se tenir d'un côté comme de l'autre. De ton côté, Frédéric, qu'est-ce que tu penses de cette proposition-là? Ce qui est difficile à concevoir parce que c'est sûr et certain que quelqu'un qui a un meilleur salaire va dépenser plus, va acheter plus, donc va faire virer plus les business qui engagent des gens à 15 de l'heure, donc qui auraient plus les moyens de payer leurs employés. Donc, c'est l'espèce de zone, le délai à partir de quand on va avoir l'effet positif d'avoir des gens qui ont un plus haut salaire, qui vont dépenser dans les entreprises plus, qui vont donc avoir plus les moyens de payer leurs employés. Donc, c'est là où j'ai de la misère à prendre une décision, parce que quand on lit les deux argumentaires, les deux sont convaincants, mais il reste à savoir jusqu'à où, dans les premiers mois, dans la première année, une entreprise serait capable de supporter 15 de l'heure avant de recevoir un peu les bénéfices d'avoir un peu plus de clientèle ou de vendre un peu plus de leurs produits ou services. Donc, c'est ça qui est difficile. Et ayant été entrepreneur moi-même et en connaissant aussi, j'ai l'impression qu'une hausse rapide vers 15 de l'heure pour leurs employés, ça serait difficile à soutenir pour les premiers temps. Donc, il y a une réalité qui est là, qu'on ne peut pas mettre de côté. Probablement que dans les premiers temps, on aurait une diminution d'horaire de travail pour que l'employeur ait à peu près le même salaire à verser, mais en moins d'heures, et graduellement, peut-être que ça augmenterait. Mais c'est sûr qu'avec des titres un peu catastrophiques où on recule de quelques semaines, puis on avait un titre comparable là, dans le journal de Québec ou Montréal, donc une bombe atomique ou je sais pas trop, là, 15 de l'heure. Donc, je suis pas sûr que ça soit aussi dévastateur, mais il y a quand même une réalité que le temps que les gens ramassent un peu plus d'argent de leur côté pour redépenser, ça, c'est un inconnu dans l'équation et c'est là que ça pourrait faire mal, là, la première année peut-être ou quelque chose du genre. Donc, il y aurait quand même une réflexion à avoir parce que d'un côté, on parlait des salaires qui ne sont qu'une partie des dépenses et c'est ce que l'IEDM dit, l'Institut économique. On parle des salaires, mais il y a également d'autres variables qui sont autant les coûts de production, les coûts de transport, les coûts énergétiques. On sait que l'Hydro-Québec, c'est pas donné. Donc, ce sont tous des variables qui viendraient s'ajouter au salaire. On dit que ce serait très difficile pour les PME. Et d'un autre côté, bien, on explique que ces salariés-là, ils ont augmenté leur productivité depuis les 30 dernières années. Depuis les années 80, il y a une hausse de la productivité, mais par contre que les salaires n'auraient pas suivi. Okay. Donc pour l'IRIS, c'est un retour du balancier un petit peu. Là. Il y avait eu un calcul fait rapidement avec McDonald's si on payait les employés avec un salaire minimum qui a de l'allure et les prix des produits n'auraient augmenté que de quelques sous. Donc,
pour des grosses machines, peut-être qu'on pourrait sauter rapidement à 15$, mais pour des petites entreprises du coin où c'est encore un peu plus fragile, ou peut-être là l'impact serait plus difficile. Mais pour des grandes entreprises, peut-être que ça serait viable tout de suite, mais il faut regarder dans l'ensemble. Donc, j'ai un peu des doutes que rapidement on pourrait mettre ça à 15, mais on pourrait avoir une stratégie déjà maintenant d'avoir progressivement un 15$ d'ici quand même à court moyen terme. D'accord. Et dans une autre ordre d'idée, la CSN Gaspésie-les-Îles invite tous les citoyens qui se sentent interpellés de près ou de loin par la réforme de la santé de Gaétan Barrette à une grande manifestation qui se déroulera samedi, le 17 décembre. On voit à l'écran le président de la CSN Gaspésie-les-Îles, Jacques Mimeau, et son bras droit, Jean-Sébastien Martineau. Alors, c'est une invitation à tous les gens qui ont vécu un petit peu les contre-coups du projet Optilab de centralisation des analyses en laboratoire vers Rimouski, fermeture de lits dans les CHSLD. On manifeste aussi contre la relocalisation des centres jeunesse vers les CLSC, le sous-financement des organismes communautaires, la perte de la voix de la société civile au conseil d'administration. Ça doit t'interpeller particulièrement, toi qui es partie active et prenante de la société civile, justement, et aussi des travailleurs sociaux vers les groupes de médecine familiaux. Donc, la manifestation, ça a lieu le samedi 17 décembre à midi à l'église de Sainte-Anne-des-Monts. C'est là que le début de la manif se fera. Des autobus seront nolisés à la grandeur du territoire. On peut appeler au 88 689 2294, 88 689 2294 pour réserver une place dans un des autobus qui partiront un peu partout en Gaspésie. Et les gens du Bas-Saint-Laurent, évidemment, sont invités également. Alors, un petit mot sur cette manifestation et sur la réforme? Oui, ben la manifestation, ça fait partie aussi de la démocratie. Il faut que les gens s'expriment quand ils ne sont pas d'accord avec des décisions. Et je pense qu'on a là quelques bons exemples de décisions qui ne sont pas à l'avantage des gens, surtout en région. Donc, de bonnes raisons de manifester. Optilab, encore une fois, on n'a à peu près aucune réponse par rapport au transport, au coût réel de cette patente-là. Donc, des décisions prises avec aucun vrai bon argument. Je pense qu'il y a matière à manifester, et plus il va y avoir de gens, ben, plus l'impact va être fort. Donc, j'invite vraiment les gens à venir prendre l'air. En espérant qu'il ne fasse pas trop froid. On en a connu dans le passé. Ça, c'est pas grave. Il faut combattre un peu la météo, là, montrer ses opinions. Là. Un peu de pluie, un peu de neige. Il ne faut pas que ça nous arrête. On est fait fort. On est fait fort. Maintenant, dans un autre ordre d'idée, les poubelles, un sujet de conversation intense depuis quelques semaines. On se rappellera qu'au Conseil des maires, lorsqu'on avait annoncé que la collecte des ordures ménagères se ferait par exploitation Jaffa, on avait décidé d'y aller avec des collectes une fois aux 2 semaines, même pendant l'été, ce qui avait quand même soulevé un petit peu d'irritation au niveau de la population. Mais ce qu'on apprend, c'est que maintenant que le contrat a été négocié, on a décidé d'aller de l'avant avec les collectes à chaque semaine. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, tout va être comme avant. Il va y avoir une collecte hebdomadaire pendant l'été des matières résiduelles. Et ce que Sébastien Lévesque disait, le directeur à la MRC, on a économisé 565 000 $. On peut bien remettre un 21 000 $ pour la cueillette à toutes les semaines, surtout en saison estivale quand il fait chaud. Saumon fumé dans le fond de la poubelle, c'est pas l'idéal. Alors, tout le monde sera content, personne ne verra de différence, ça va être comme ça l'était auparavant. Frédéric, tu es un amateur de bière? Oui, dis de même, hein, ça parle. Oui. Mais justement, tu pourrais faire partie des nombreux amateurs de bière qui pourront aller à la microbrasserie Le Malbar afin de déguster une avalanche. Oui. C'est la nouvelle bière Bénéfice qui a été créée en l'honneur du centre d'Avalanche, Avalanche Québec. Donc, le lancement s'est fait lors d'un 5 à 7 la semaine dernière et le nom Avalanche a été choisi parmi plusieurs noms qui avaient été proposés, soit la Follette, la Wumpf ou la Grande Cuve. Alors, c'est l'Avalanche qui a retenu qui a retenu l'attention. On propose
plusieurs litres, 840 litres qui vont être brassés, tous disponibles à même les fûts à la Malbar, au Malbar par Oui. contre, et ça sera aussi disponible dans quelques autres bars, soit en Gaspésie ou à l'extérieur de la région, ça reste à déterminer, et évidemment une partie des profits ira au Avalanche Québec, donc une bonne initiative autant du Malbar que d'Avalanche Québec. Oui. Une bonne façon de soutenir un organisme local. On avait Dominique Boucher avec nous dans nos studios il y a pas très longtemps. Donc, une autre façon de les aider. C'est ça, c'est une très belle idée pour diversifier aussi les sources de financement. Donc, j'imagine que si c'est un succès, on va reproduire l'année prochaine. Très bonne idée, je suis vraiment content. C'est bien de voir que des entreprises, des organismes du coin s'entraident comme ça, tissent des liens. C'est une bonne façon de rester vivant et de continuer à aller de l'avant. Alors, bravo. Exactement. Justement, la porte n'est pas fermée à peut-être en produire plus tard. Le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie fait un peu peau neuve, des nouveaux locaux pour le Centre de la pédiatrie. Ils étaient en ce moment à l'école L'Escabelle. Ils déménageront à côté de la Caisse populaire de Capcha. Et on voit ici à l'écran le nouveau médecin responsable, le docteur Guillaume Mardy, avec une nouvelle travailleuse sociale qui est embauchée à temps plein. Une nouveauté également, Marie-Josée Lemieux. Et on voit également l'autre côté du docteur Hardy, M. Guillaume Loisel, qui est le coordonnateur à temps plein. Donc, des nouveaux locaux, une nouvelle équipe et des nouveaux moyens financiers, puisqu'il y a eu une entente qui a été conclue entre le ministère de l'Éducation ainsi que les centres de pédiatrie sociale, la fondation de Gilles Julien, docteur Julien qui avait mis ça. Donc, des nouveaux moyens récurrents qui vont pouvoir aider le centre de pédiatrie à aller de l'avant. Ils sont d'ailleurs en processus de certification afin d'avoir d'autres argent à leur disposition pour aider la population à pouvoir accéder à cette méthode alternative de pédiatrie sociale. On le rappelle brièvement, c'est une façon d'encercler un enfant, d'entourer un enfant de 0 à 18 ans en ayant le maximum d'intervenants autour de lui, que ce soit du milieu familial, scolaire, médical, social. Donc, c'est tous des gens qui peuvent venir en aide pour mettre un village autour de l'enfant pour l'aider dans son développement, des enfants en difficulté. On sait qu'on en a plusieurs dans la région. C'est une excellente nouvelle et les bonnes nouvelles en santé, on les prend quand elles passent. Donc, c'est merveilleux pour la région. Et ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de ligne de file d'attente. Donc, lorsqu'on appelle pour avoir une intervention, à l'intérieur de 2 semaines, on a une première rencontre et on peut appeler au 786-1475, 786-1475 si on veut faire appel au service de la pédiatrie sociale. Une nouvelle un petit peu plus triste, un chevreuil a été tiré à bout portant alors qu'il était à quelques mètres de la rue de l'église à Saint-Maxime du Mont-Louis. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, le 28 novembre dernier. Le braconnier qui aurait tiré alors qu'il était de l'autre côté de la rue a laissé la bête se vider de son sang. Elle est décédée sur le terrain d'un particulier et il n'y a rien qui a été pris, il n'a pas été dépecé, donc c'est un acte quand même gratuit. Et le sergent Richard Hamel du ministère de la Faune prend ceci très au sérieux. On parle des amendes qui peuvent aller de 1825 $, plus les frais, plus des suspensions de permis, plus devoir refaire ses cartes pour avoir un permis par la suite. Donc, on demande l'aide du public. Des gens auraient vu quelque chose, peu importe le détail, ça peut être important. 1-800-463-2191, 1-800-463-2191 pour des gens qui auraient vu quelque chose sur cet acte gratuit qui s'est commis à Mont-Louis. Ce qui est vraiment un peu dommage, même, je dirais presque dégueulasse, c'est le côté braconnage. Hein. On abat une bête comme ça, puis on fait rien avec. Donc, tu sais, souvent, il y a des gens qui sont pas nécessairement pour la chasse, mais ça, ce genre de choses-là va les craquer encore plus. Alors que ça, c'est du braconnage, là. Ça n'a rien à voir avec la chasse qui se fait de bonne façon en général. Puis c'est l'utilisation d'une arme à feu en plein village. Ça, c'est carrément scandaleux. J'espère que la personne va se faire pogner puis qu'il va avoir une amende ou quelque chose d'exemplaire parce que un coup de feu en plein village, ça aurait pu mal virer. Quelqu'un aurait pu être atteint ou peu importe. C'est vraiment irresponsable comme geste. Donc, si vous avez des informations, là, ça serait très bonne chose que cette personne-là ait des conséquences à ses gestes. Effectivement. Et le temps file déjà. On s'en va bientôt vers notre pause publicitaire et on reçoit par la suite Mme
Monique Campion, qui va Oui. venir nous parler de la nouvelle Maison de la Culture. Mais tout d'abord, quelques petites nouvelles en rafale. Une entreprise de Val-d'Or acquiert le Dôme Le Mieux. C'est Ressources ABE, une entreprise d'exploration minière qui se spécialise dans l'or et l'uranium qui est basée à Val-d'Or. En va d'obtenir les actifs de l'entreprise Pioneer. Notamment propriétaire du Dôme Le Mieux à Gaspésie. Ce dernier est d'une superficie de 5530 hectares, se situe principalement au sud de Saint-Anne-des-Monts. Le Dôme a fait l'objet de nombreux travaux d'exploration au fil du temps. On peut penser entre autres à la Noranda qui extrait du cuivre, du plomb et du zinc. Donc une entreprise de Val-d'Or qui s'installe ici pour peut-être relancer certaines mines. Et sur ce, on doit passer immédiatement à notre pause publicitaire. On vous revient immédiatement après la suite avec Monique Campion, directrice de la Maison de la Culture. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise. Alors, tel que promis, Monique Campion est avec nous. Bonjour. Alors, bonjour, Monique Campion, directrice de la Maison de la Culture. Et de votre côté, il se passe des choses très intéressantes et vous allez nous en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Maison de la Culture? Ben, c'est sûr qu'on est en démarche depuis 2009, même si les gens ont l'impression que ça vient des de la dernière année que ça s'est mis à bouger. Nous, on travaille le dossier depuis 2009 avec le ministère de la Culture. On est officiellement enregistré dans le programme d'immobilisation du ministère de la Culture depuis 2012. Donc, c'est beaucoup de travail. On ne fait pas des travaux de cette ampleur-là du jour au lendemain sur une idée saugrenue qui arrive. Là, c'est vraiment des démarches, des positionnements. Et c'est dans le cadre d'un maintien d'actifs déjà des établissements reconnus par le ministère de la Culture. C'est dans ce programme-là qu'on travaille pour restaurer, naturellement, la Maison de la Culture à 26 ans. Même si elle a un look encore très, très contemporain, elle a quand même 26 ans et on sait comme nos maisons, après 26 ans, ben, il y a des toitures à refaire, des fenêtres à changer, des toilettes qui coulent, il y a plein de trucs, des tapis qui sont usés, des ameublements qui ne fonctionnent plus, fait que le maintien est nécessaire. Et en travaillant avec le ministère de la Culture, dans le fond, on profite du maintien pour pouvoir, du maintien, si on peut appeler comme physique, mais pour maintenir aussi les activités. Donc, on passe par un agrandissement pour nous permettre d'avoir vraiment un établissement qui réponde adéquatement aux besoins artistiques et de diffusion de production actuelle. Parce qu'on est un peu archaïque là, dans nos équipements et dans ce qu'on propose. Et justement, lorsque les gens entreront dans la nouvelle Maison de la Culture, à quoi on va avoir droit? Quelles seront les premières choses qu'on verra de différentes à l'intérieur du bâtiment? C'est sûr que la principale restauration, c'est au niveau de la salle de spectacle. Parce que c'est elle vraiment qui a besoin de plus de mise à niveau des équipements, la climatisation, hein, tout le monde. Oui! Et l'augmentation de l'espace. Et fait que c'est vraiment plus au niveau, si on regarde le plan. Actuellement, la Maison de la Culture, c'est ça ici. Là. On va essayer de lever un petit peu plus. Ouais. Bon, là, je sais pas si je vais être bonne, puis je coupe le son, ça marche. Bon. Donc, c'est pas grave. Alors, ce qu'on a fait pour vraiment faire un équipement adéquat selon les mesures aussi financières disponibles, c'est qu'on reprend la même structure. Tout est fait, on ne change pas, on rallonge dans le fond. Fait qu'il va y avoir la salle qui va augmenter à 250 places, va être prolongée vers le côté est, soit en direction de la polyvalente, et le hall va suivre aussi. Et au niveau de la scène, des loges, ça va être du côté sud, dans l'espace stationnement, fait que le stationnement va être revu. Au niveau de la bibliothèque, ce qu'on ajoute, c'est vraiment un aire de lecture du côté est, du côté du bureau d'information touristique, ce qui nous permet à l'intérieur vraiment d'avoir accès à un espace jeunesse, un espace ado. On est choyé d'avoir la bibliothèque actuelle qu'on a, sauf que c'est pas très attrayant pour un petit enfant qui rentre. Là. Il y a des petites chaises bleues, mais il n'y a pas vraiment de vie ou de coin d'animation. Fait que c'est là-dessus qu'on veut miser beaucoup.
le coin ado, le coin enfant, et aussi d'avoir un élévateur, un monte-charge, parce que les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant n'ont pas accès à tous les documents qui sont au deuxième, parce que c'est des escaliers. Donc, c'est à ce niveau-là. Et l'autre, tout en retravaillant, dans le fond, la structure interne, c'est vraiment par des jeux de cloison de murs qu'on va faire défaire. On va pouvoir avoir aussi tout notre espace d'atelier permanent. Parce que là, actuellement, on monte et démonte. C'est la salle d'exposition qui sert de lieu d'activité culturelle. Donc, on monte le soir, on démonte le matin. Mais là, en retravaillant tous les espaces bureaux, on aurait vraiment l'espace atelier. Et naturellement aussi, au niveau des expositions, l'amélioration de l'éclairage pour que ça soit moins énergivore aussi au niveau des... Fait que tous des trucs comme ça qu'on fait. Et c'est sûr qu'au niveau de la salle, en remodelant tout l'espace scénique, bien, ça va permettre d'avoir des productions qu'actuellement on n'est pas capable d'avoir parce qu'on n'a pas l'espace physique pour les accueillir et toutes les super arrière-scènes et commodités. Oui, il manque une coulisse à la gauche d'ailleurs. Absolument. Donc, oui, et on entend parler de ce projet-là, c'est évidemment plusieurs millions de dollars, mais ce qu'on nous disait dans les semaines précédentes, on a parlé avec M. Deschênes alors qu'il était maire suppléant, c'est que ce n'est pas de l'argent neuf que la Ville devra débourser, c'est des fonds qui sont déjà réservés pour ça. Oui, absolument. Comme je le disais en entrée de jeu, ce projet-là, on le travaille depuis 7 ans. Donc, c'est sûr que c'est prévu, le montant que la Ville met comme investissement du promoteur, le 284 000, ça représente 6,4 % de l'ensemble du projet. Donc, c'est un investissement très important pour la Ville parce que si on arrondit à 300 000, ce 300 000-là, qui est déjà, par règlement d'emprunt, mis dans une réserve pour servir au projet de développement de la maison de la culture, ça permet d'avoir un effet de levier pour aller chercher 4 millions de retombées directes d'investissement pour le bâtiment, mais aussi indirect, parce que ça va être des gens du coin, ça va être des recouvrements de plancher, ça va être de l'ameublement. En tout cas, il y a plein de retombées directes qui vont avoir lieu aussi, et ça permet pouvoir avoir un bâtiment qui va vivre encore 25-30 ans. Et ce que je voudrais souligner aussi, des fois, on n'est pas conscient des belles choses qu'on a. On se fait appeler régulièrement par d'autres municipalités qui veulent voir comment on fonctionne, parce qu'ils trouvent que le fonctionnement, la gestion de la maison de la culture, de la façon qu'on est fait, bibliothèque, salle de spectacle, atelier, conférences, tout ce qui tourne, c'est ça, c'est comme un modèle dans le fond. Fait que, tu sais, ma tante nous a appelés dernièrement, puis on a revu un peu leur projet de salle de spectacle pour voir un peu. Fait que pour nous, ce que ça nous confirme aussi, c'est qu'on a un produit adéquat avec la population qu'on a et l'étendue de développement qu'on peut avoir. Sauf que là, si on veut continuer à vivre, d'ici 5 ans, il faudrait mettre 1 million juste pour rénover et maintenir. Donc, le 300 000 que la municipalité investit dans ce projet-là est doublement important parce que ça va coûter pas mal plus cher que ça si on ne va pas d'avant avec ce projet-là. Je voudrais, parce que tu dis ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le projet, tout ça, puis je sais que dernièrement, il y a eu, on a eu chaud parce que peut-être que tous les efforts qui avaient été mis, là, il y a eu des changements et vous avez travaillé fort là, pour que ça continue d'avancer. Je ne sais pas si tu peux me parler un peu de ça. Oui, c'est ça. C'est sûr que les premières années, ça a été beaucoup d'études, de plans de concept, de développement, beaucoup de papier, puis de justification aussi du pourquoi. Et la dernière année, dans le fond, il y a eu des changements aussi au niveau des normes dans les plans, dans les projets d'immobilisation du ministère, ce qui nous a amené au printemps dernier à refaire un audit technique, ce qui n'était pas prévu avant. L'audit technique, c'est ce qui nous permet de dire que la bâtisse, si on n'agit pas d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est quoi qui va se passer. Fait que c'est là ça nous a confirmé que d'ici 5 ans, si on ne met pas 1 million de rénovation, on risque de perdre notre bâtisse. Et c'est sûr que depuis janvier, on travaille fort parce qu'il y a toujours on le voit dans d'autres ministères aussi, c'est pas juste le ministère de la Culture, il y a des normes qui arrivent du jour au lendemain, qui débarquent, qui nous ont amenés, nous, justement, à justifier qu'on était rendu aux lignes d'arrivée, fait qu'on n'était pas le temps de recommencer dans un autre programme, et on a réussi
à obtenir que notre dossier reste au ministère de la Culture. Il est sur une bonne voie. Je pense que on a fait nos devoirs. Notre dossier est très bien monté. On s'est toujours fait dire que c'est un dossier de qualité. Il y a toutes les recommandations de tous les niveaux, tant au niveau des bibliothèques, au niveau des architectes, au niveau de la diffusion, tout le monde, local, tout ça. Tout le monde reconnaît le besoin, la nécessité. Le fédéral aussi est prêt à investir sa part là-dedans. Fait que dans le fond, il ne manque qu'une signature officielle pour pouvoir nous permettre d'aller de l'avant avec toutes les démarches de plan, concept, appel d'offres et tout ça, avant de procéder à la première pelletée de terre. Après tant d'années, on est rendu là, presque à la ligne d'arrivée. C'est un beau projet, c'est stimulant aussi, parce que, tu sais, moi, ça fait presque 9 ans que je suis à la Maison de la Culture, puis je vois l'évolution ou le nouveau visage aussi qui se pointe, des nouvelles demandes, tu sais. Le monde attire le monde, donc, tu sais, ça bouge beaucoup à tous les niveaux. Fait, mais là, l'enjeu, puis je ne sais pas si vous y aviez assisté, on a eu un spectacle à un moment donné que même l'artiste disait de faire de quoi avec la salle parce que ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, il y a un bon public, que c'est le fun, mais les équipements ne répondent plus. Fait qu'avant d'être plus capable de recevoir des gens, il faut agir. Là. Et est-ce que c'est réaliste de penser qu'il pourrait avoir peut-être une première pelletée de terre dès 2017? C'est ce qu'on souhaite, mais comme je vous dis, l'an passé, à la même date, je croyais qu'elle allait arriver, puis c'est passé, tu sais, on n'a pas de boule de cristal, puis il se passe tellement de choses dans le développement économique aussi. Bon, on souhaite qu'au printemps, on puisse dire oui, go, on y va. Sinon, ça sera en 2018, mais on ne lâche pas. Donc, on reste prudemment optimiste et merci à Monique Copion et je vous garderai avec nous encore quelques minutes le temps de parler de l'artiste peintre Suzanne Salguero qui présentera sa toute première exposition intitulée « Un petit bout de Gaspésie, lumière sur la vie ». C'est jusqu'au 5 février prochain et ça se passe évidemment chez vous à la Maison de la Culture. C'est ça, ça c'est notre calendrier, quand on parle d'achalandage de maison, là, je fais du pouce sur l'intervention précédente, c'est notre calendrier d'exposition est complet jusqu'en 2018. Donc, c'est un besoin pour les gens aussi d'avoir un lieu pour s'afficher, montrer ce qu'ils font. Donc, Suzanne, c'est une artiste professionnelle, c'est une artiste qui donne des ateliers de dessin aussi, d'aquarelle, et pour enfants adultes. Et c'est sa première exposition, malgré tout le grand talent qu'elle a, c'est sa première. Et j'invite les gens à venir voir parce que c'est assez réaliste et assez hallucinant, entre guillemets. Cette femme-là touche au fusain, au pastel, à la peinture, à l'acrylique, à l'aquarelle, au dessin, et toutes ses œuvres sont aussi belles dans n'importe quel des médiums. Puis, en même temps, ça nous montre aussi de quelle façon son enseignement, jusqu'où on peut aller quand on travaille. On a tout un petit don en dedans de soi, c'est juste d'avoir de la technique. Fait que c'est une très belle exposition à venir découvrir. Et c'est disponible à la Maison de la Culture. Le vernissage est jeudi, le 8 décembre. Oui, exactement. Et en terminant, il reste quelques minutes pour rappeler des dates importantes. Peut-être, Frédéric, nous rappeler qu'est-ce qui se passe en fin de semaine. On sera présent pour le vote. Alors, tu nous dis où et quand et comment? Donc, la journée officielle d'élection, c'est ce dimanche, le 11. Donc, il y aura bureau de vote à Saint-Anne-des-Monts, à l'école Gabriel-Lecourtois et à Tourelle, le lieu m'échappe. Et puis, nous, on va être en ondes en fin de journée pour commenter les résultats. Oui, dès 8h45, on sera en direct du conseil de ville de Saint-Anne-des-Monts. Vous serez les premiers à apprendre qui de Denis Paquette ou de Simon Deschênes sera élu à la mairie. Donc, vous n'avez qu'à suivre Télévision de Gaspésie pour nous suivre. Et on beaucoup mieux qu'RDI. Très professionnel, très professionnel. Et puis, c'est ça. Donc, on espère que le 11, les gens vont sortir en grand nombre pour aller voter. Donc, une élection, même partielle comme ça, là, c'est vraiment important d'exprimer son droit de citoyen. Effectivement. Et j'ai très hâte de voir les résultats. En ta compagnie, cher Dominique. On sera là, fidèle au poste. Et d'autres dates très importantes à mentionner. L'arbre généreux, en ce moment, est en vigueur. On peut aller directement au délice de la mer, piger le nom d'un enfant avec un cadeau dessus. On lui achète le cadeau 20 à 30 $ maximum et ça fait des heureux. Et les guignolés qui battent leur plein, on peut aller Alimentation Steve Dumont aujourd'hui et demain. Il y en a aussi Family Prix, Guylaine Lepage et à la
pharmacie Jean Coutu, toutes des façons de donner en ces temps difficiles pour certaines familles. Alors, c'est le temps de montrer notre générosité. Et on rappelle finalement que le club de motoneige de Tourelle invite tous les intéressés à se procurer leur droit d'accès pour l'année 2017. Ils sont disponibles chez Gazbar Mario-Jean, Danny Saint-Laurent ou Éric Dugas à Tourelle, Gaston Dugas à Ruisseau-Castor et Marie-Renée au 797-2758 pour les gens de Rivière à Claude. Et sur ce, chers amis, Madame Campion, merci d'avoir été avec nous. Frédéric Leroy, on se revoit dimanche prochain. Certainement. Et à vous tous, merci. Bonne semaine et n'oubliez pas d'aller voter.